Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Voici les titres. 500 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire, c'est une aide de la Banque mondiale. Le vice-président de l'institution pour l'Afrique a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Dernier jour de la campagne pour les sénatoriales, les candidats ont joué leur dernière carte dans les districts et régions du pays. C'est la dernière tentative pour convaincre les électeurs. L'élection des sénateurs aura lieu le 24 mars prochain. À 2 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, à quoi ressemble l'opposition? Quels défis rencontre-t-elle? Ces questions sont au centre du dossier politique de ce jeudi. Nous en parlerons dans quelques instants. Merci d'être avec nous pour une demi-heure d'information. 500 milliards de francs CFA, c'est la somme que va octroyer la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire, un montant pour soutenir le pays. Le vice-président de l'institution pour l'Afrique s'est entretenu avec le chef de l'État. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Aboulin. Les relations toujours au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Parole du vice-président pour l'Afrique de cette institution à la suite d'un entretien ce jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Mactar Diop annonce que la Banque mondiale, dans cette optique, est déterminée à soutenir le secteur de l'anacarde et la filière cacao. Il s'agit pour la banque de 2 projets importants à hauteur de 500 millions de dollars. Dans le domaine de l'agriculture, nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale très bientôt un projet de 200 millions de dollars pour appuyer l'anacardier. C'est une production importante en Côte d'Ivoire qui permet de faire une diversification de la production agricole. Plus tard, au cours de l'année calendaire, nous présenterons un autre projet de 300 millions de dollars pour appuyer la filière cacao, qui, comme vous le savez, est une filière importante. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique annonce aussi que le groupe mettra à la disposition de la Côte d'Ivoire au cours de cette année fiscale qui prend fin en juin prochain, une enveloppe d'environ 1 milliard de dollars pour l'appuyer dans ses efforts de développement. Mactar Diop est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle de 4 jours. Elle sera l'occasion pour lui de lancer l'initiative Sport pour le développement lors du lancement du championnat national du football féminin à Abidjan. Avant d'être reçu ce jeudi par le président de la République, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique avait échangé hier avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au menu des discussions, les projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a pour sa part rencontré le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. Les échanges se sont déroulés en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali. Ils ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONUDI. Écoutons à présent le directeur général de l'ONUDI à sa sortie d'audience avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan. J'ai été très heureux de cette rencontre avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire qui m'a fait un développement sur les stratégies ivoiriennes, le plan national de développement à l'horizon 2020. Il m'a aussi brossé l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour les nouvelles technologies, la transformation des produits. Et nous sommes prêts à accompagner la Côte d'Ivoire. Ça a été une importante rencontre avec le vice-président qui m'a présenté le tableau de bord de l'évolution positive et de la croissance de la Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République m'a invité à effectuer un séjour que je ferai bientôt dans votre pays. Nous sommes jeudi 22 mars. Ce jour marque la fin de la campagne pour les sénatoriales du 24 mars. Les candidats déploient leurs derniers efforts pour convaincre les électeurs. Dans la région du Nzi, la liste indépendante Ensemble pour le Nzi a bouclé sa campagne à Dembokro avec une rencontre avec ses conseillers. Kader Sogodougou. Ensemble pour le Nzi. La liste indépendante aux dernières heures de la campagne sénatoriale continue de charmer les grands électeurs. Pour le dernier round, ils sont à Dembokro. Objectif, convaincre ses conseillers municipaux sur la nécessité de porter leur choix sur leur liste. Votez pour nous parce que nous pensons
avoir l'expérience nécessaire. Notre symbole a fixé un cacaoyer plus un soleil lumineux qui l'arrose pour dire que bien que la boucle se soit éteinte localement, elle s'est transportée à l'ouest. Nous pensons que si nous travaillons fort, ce n'est pas le cacao qui va revenir, mais d'autres richesses pourront être créées par nos différentes réflexions. Je suis un médecin colonel à la retraite. Donc, doté d'une petite expertise, il faut dire, au plan de la sécurité, parce que je suis médecin militaire, et au plan de ce qui me paraît aussi être un élément essentiel, à savoir la santé. J'ai quand même une certaine expérience que je veux partager. Ils seront 117 électeurs venus de Dimbokro, Kwasi Kwasikro et Bokanda à décider le 24 mars. Lieu de vote, la préfecture de région à Dimbokro. La plateforme de l'opposition ivoirienne estime que les sénatoriales se tiennent en violation de la Constitution. Forte d'une vingtaine de partis politiques, elle s'est rendue aujourd'hui à la commission électorale indépendante pour déposer une motion. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Commission électorale indépendante ce jeudi, la plateforme de l'opposition ivoirienne est annoncée. Elle réunit plusieurs partis politiques, dont le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, le Rassemblement pour la paix et le progrès, le partage de Ouattara Nyonzié et le COGEP, le Congrès des jeunes pour la paix. Le mouvement vient déposer une motion contre la CEI, mais aussi contre les sénatoriales dans le pays. Nous avons remis, après l'avoir lu, notre résolution au directeur de cabinet qui nous a reçus à la demande du président de la CEI. Et nous avons souhaité qu'il transmette cette résolution acquis de droit, c'est-à-dire à la fois au président et aux membres de la commission, afin que nous nous engagions tous dans le combat pour une CEI consensuelle qui ne soit pas l'objet de polémiques et qu'après l'avoir adopté une telle CEI, nous puissions mettre en place un Sénat dans lequel pourront siéger des représentants de l'opposition. La plateforme entend donner de la voix jusqu'à ce que ces revendications soient prises en compte. Comme annoncé dans les titres, le dossier politique de ce jeudi planche sur l'opposition ivoirienne. Quel est son visage à 2 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire? Quelles sont les difficultés auxquelles elle fait face? Michel Digré nous donne des réponses. Nous déclarons officiellement et solennellement M. Lassina Karamoto, président du parti. Le parti leader a un nouveau président. Mais cette élection ouvre certainement la voie à une crise politico-judiciaire dans le parti fondé par Mamadou Koulibaly. Il avait tout le temps d'organiser le 3e congrès. Il n'a pas voulu respecter les textes. Les membres statutaires ont pris leurs responsabilités. Nous sommes venus à un congrès extraordinaire et un nouveau président est sorti. Ce n'est pas un coup d'État. Cette dissidence au sein du parti leader est le reflet de la fébrilité qui s'est emparée de l'opposition ivoirienne. Quelles sont les crises qui ont secoué l'opposition depuis 2011? Comment essaie-t-elle de s'organiser pour la reconquête du pouvoir? Pour répondre à ces interrogations, remontons l'aiguille de l'horloge du temps. Nous sommes en juillet 2011. Mamadou Koulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale, devenu président par intérim du FPI, claque la porte de ce parti pour créer un autre, Liberté et démocratie pour la République. J'ai posément pris la décision irrévocable de partir du Front populaire ivoirien. Ce départ est une grosse perte pour le FPI, qui sera secoué 3 années plus tard par une grave crise interne. Le 31 octobre 2014, alors qu'il est toujours en prison, une candidature de Laurent Gbagbo est déposée pour prendre les commandes de son parti. Pascal Affi-N'Guessan remanie alors le secrétariat général, confirme sa candidature à la tête du FPI
et acceptent de renouer le dialogue politique avec le pouvoir. C'est une réunion qui, par son contenu et par sa qualité, marque une autre étape, une autre phase du processus démocratique dans notre pays. Des initiatives qui passent mal auprès de ses camarades de parti. Leur priorité reste la libération de Laurent Gbagbo. Depuis lors, deux clans s'affrontent au FPI. Le parti est plus que jamais fragilisé, en témoigne le score de 9,29% réalisé par Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle de 2015. Dans cette zone de turbulence, l'opposition ces 7 dernières années tente tant bien que mal de s'organiser. À la veille de la présidentielle de 2015, l'on assiste à la naissance de la Coalition nationale pour le changement, une plateforme regroupant 13 formations politiques de l'opposition et des candidats déclarés à la présidentielle. La CNC revendique en outre une liste électorale actualisée et crédible, un code électoral réformé, le financement transparent de l'opposition. La CNC n'a duré que le temps de la présidentielle. Elle fait place à la création en octobre 2016 d'une haute plateforme, le Front du refus contre le projet de la nouvelle constitution. Mobilisons-nous, organisons des marches pacifiques, sortons de nos maisons et faisons-nous entendre. Le Front du refus n'aura pas une espérance de vie plus longue que la CNC. Sur ses cendres est lancé en avril 2017 EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, avec un objectif plus clair pour l'opposition, reprendre le pouvoir en 2020. Dirigé par Georges Armand Ouigné, EDS signe des partenariats avec certains partis d'opposition pour atteindre ses objectifs. Il suffit de regarder nos objets, nos raisons sociales, pour comprendre que nous avons en commun notre engagement pour la démocratie. Il restait donc à nouer ce partenariat pour encadrer nos actions et nous avons bien fait. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, partis de l'opposition qui partageons le même idéal, le même combat pour le rétablissement de la justice, de la vérité et de la démocratie, devons fédérer nos forces pour surmonter les défis qui se présentent à nous. Un appel entendu par l'ensemble des partis d'opposition. Dispersés, nous sommes fragiles. C'est pour ça que le travail doit être mené en interne comme en externe pour qu'il y ait une sorte de cohésion, d'unité d'action malgré les diversités politiques. Il y a des contacts entre les différentes plateformes. L'opposition est certes émiettée, mais elle parle aujourd'hui d'une même voix et d'une seule voix. Pour Mamadou Koulibaly, l'heure est à l'union sacrée entre tous les partis d'opposition. Chers amis de l'opposition, vous ne voyez pas que même Bédié et Ouattara ont fini en 2005 à se mettre d'accord. Ils ont dépassé leurs contradictions, ils se sont mis d'accord et depuis, ils gouvernent. C'est vrai qu'on critique beaucoup le gouvernement, mais il faut savoir que nous-mêmes opposants, on n'est pas exempts de critique. Pourquoi nous n'arrivons pas à dépasser ces contradictions et à nous focaliser sur le bien-être des populations ivoiriennes et à travailler dans cette unité, non pas unité en tant que groupe, mais unité en tant que vision politique, unité en tant que posture politique. Pourquoi? Une équation à plusieurs inconnus que l'opposition devra résoudre si elle veut sortir de la tourmente. Les enseignants républicains préparent les élections locales de 2018. Ils se sont retrouvés au siège du RDR à la rue Le Pic à Cocody pour s'instruire sur le processus électoral. Nous restons avec Michel Digré pour faire le point de cette rencontre. C'est une assemblée générale extraordinaire qui constitue une étape importante pour l'implication des enseignants républicains dans les élections locales de 2018. Le temps de l'engagement, que dire, du réengagement est venu dans la tradition des enseignants républicains. Nous avons voulu remobiliser nos troupes pour leur donner des consignes fermes, aussi bien au niveau du bureau national, au niveau du secrétariat général chargé des élections, pour leur donner des consignes fortes. 3 communications ont été faites sur différents modules, dont l'initiation au mode opératoire des différents scrutins,
La nouvelle politique de communication du RDR adoptée au récent séminaire de Yamoussoukro a été expliquée par le porte-parole du parti Touré Mamadou. La secrétaire générale du RDR, Kandia Kamara, entend intégrer pleinement dans sa feuille de route le rassemblement des enseignants républicains pour l'atteinte de ses objectifs. L'on peut affirmer que l'heure est à la mobilisation. Nous avons le devoir de tenir notre rang de premier parti politique en Côte d'Ivoire. Qui mieux que le RER, avec ses 650 sections disséminées à travers le pays pour relever les défis qui se dressent devant nous? Qui mieux que les enseignants républicains pour défendre nos intérêts dans les nombreuses contrées du pays? Les membres du RER se sont engagés également à militer en faveur de la création du parti unifié. Les populations de Port-Boué prônent la réconciliation et la cohésion sociale. Elles se sont réunies ce dimanche dans la dite commune pour parler d'union, de fraternité et de paix. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. La réconciliation au rendez-vous des rencontres entre les populations à Port-Boué. Les chefs de communauté, les présidents des associations des femmes et de jeunesse sont tous unanimes sur le fait que le développement de leur commune ne repose que sur la paix et la cohésion sociale. Ils se sont retrouvés pour renforcer leurs liens fraternels. Feu Madame Rota Sakangui, c'était la maman, si vous voulez, de la commune. Les enfants de Guémé peuvent ne pas se retrouver. Et donc, il est bon d'initier ce genre d'événement de façon à ce que nous regardions tous dans la même direction, de façon à ce que nous parlions, de façon à ce que nous tissons des liens forts qui nous permettront d'aller vers la réconciliation et une réconciliation vraie. Parrain de cette cérémonie, l'ex-député de Port-Boué, Kwadio Konambertin, il a souhaité que ce rapprochement des populations perdure. En cela, il les a exhortés à vivre dans le pardon mutuel pour relever le défi de la réconciliation. Il n'y a que ceux qui n'entreprennent rien qui ne se trompent pas. Pendant les 5 ans, j'ai certainement fait des choses qui n'ont pas plu à certains. C'est l'occasion pour moi de leur présenter mes excuses. On a eu de bons souvenirs, comme il y a eu des choses qui n'ont pas marché. C'est le moment que chacun de nous fasse son mea culpa. La Côte d'Ivoire a besoin de revivre avec tous ses enfants. Nous devons donner l'exemple à Port-Boué, surtout que les acteurs en présence sont tous jeunes. C'est un défi que nous devons relever. Ce moment de retrouvailles entre les fils et filles de la commune de Port-Boué a été marqué par un hommage rendu à Hortense Akangui, restée à la tête de la commune pendant plus de 37 ans. Ce 22 mars est dédié à l'eau, un élément vital sur la planète. Thème retenu, solution pour l'eau basée sur la nature. La Côte d'Ivoire dispose de 77 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables par an. Pour marquer la 26e journée mondiale de l'eau, le partenariat national de l'eau et les acteurs du secteur ont choisi de sensibiliser les populations à l'importance de l'eau. Francis Boifou. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 570 ouvrages de retenue d'eau réalisés en faveur de l'agriculture, de l'élevage et de la production d'énergie. Dans le secteur de l'hydraulique humaine, les investissements ont permis d'atteindre les taux de couverture de 67% en milieu urbain et moins de 60% en milieu rural, selon le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire. Malgré ces efforts, le problème d'une gestion équitable des ressources en eau demeure. Des efforts sont faits au niveau de certaines structures telles que la SODECI ou de l'ONEP, mais force est de constater que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas de l'eau dans leur robinet. Et ils sont obligés d'aller dans les puits. Le document de politique nationale de l'eau n'est pas validé. Le plan national d'action stratégique, le plan national d'action pour la gestion intégrée de l'eau à Côte d'Ivoire n'est pas non plus validé. Et que sur ces plans-là, au niveau des eaux souterraines, il y a beaucoup de problèmes qui se posent en ce moment, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, et qu'il y a lieu de prendre des mesures idoines pour permettre aux différents acteurs de disposer de l'eau en permanence sur toute la période de l'année. À l'occasion de cette journée dédiée à l'eau, le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire initie une rencontre avec les parties prenantes. Objectif,
promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. Il nous faut une station d'épuration afin de récupérer l'eau pluviale et l'eau usée, mais recyclée comme on le fait dans les pays développés, de manière à ce que la nappe se repose. Des solutions pour l'eau basées sur la nature et quelle stratégie pour une gestion rationnelle des ressources en eau, des thématiques débattues entre autres au cours de cette rencontre. Vous venez donc de suivre la promotion de la gestion durable des ressources en eau et ce reportage est signé Grace Kando. Comme annoncé plus tôt, pour marquer la 26e journée mondiale de l'eau, le partenariat national de l'eau et les acteurs du secteur ont choisi de sensibiliser les populations à l'importance de l'eau. Francis Boifou. La Côte d'Ivoire, 322 462 km². Son système fluvio lagunaire s'étend sur environ 550 km d'est en ouest et couvre une superficie de près de 1200 km² exploitée pour la pêche, l'aquaculture, le transport et les loisirs. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est abondamment arrosé en eau atmosphérique, encore appelée eau de pluie. 1000 mm d'eau par an au nord, entre 1000 et 1200 au centre et 2000 mm d'eau au sud. La Côte d'Ivoire dispose de 9 bassins d'eau, dont 4 principaux, le Cavali, le Bandama, le Sassandra et la Komoué, des eaux souterraines et environ 600 barrages pour la mobilisation des ressources en eau. D'après les récentes études, la quantité d'eau mobilisable par les eaux de surface est estimée à près de 39 milliards de mètres cubes. Et les eaux souterraines sont estimées à 38 milliards de mètres cubes d'eau. Donc nous avons des ressources en eau disponibles qui sont estimées à près de 77 milliards de mètres cubes d'eau qui peuvent être utilisés par l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable, par l'hydroélectricité, par le transport fluvial, par le tourisme, en tout cas par tous les secteurs d'activité qui sont tributaires de l'utilisation des ressources en eau. Est-ce que c'est suffisant? Lorsque vous prenez 77 milliards de mètres cubes, si vous convertissez en litres, ça fait 77 000 milliards de litres d'eau qui sont disponibles. Si vous divisez par la population ivoirienne, on n'est pas au bord du stress hydrique. Pour une population de 23 millions, c'est 3347,8 mètres cubes d'eau par habitant par an, mobilisable pour 1000 mètres cubes recommandés par habitant par an. Vous pouvez avoir 77 milliards de mètres cubes d'eau. Si l'intégrité physique de cette eau n'est pas préservée, qu'elle est polluée, vous ne disposez plus d'eau en réalité pour la consommation ni pour les autres usages. Et c'est pourquoi la pollution des eaux doit nous interpeller. La pollution de l'eau, une préoccupation majeure pour le gouvernement. La majorité des eaux usées, issues des ménages, des industries et des activités agricoles, est restituée à la nature sans traitement. Depuis quelques années, la pollution des eaux est observée en de nombreux endroits, notamment dans les bassins hydrologiques du Bandama, de la Komoué, de la Bia, ainsi que dans certaines forêts classées. Cette situation a un impact négatif sur l'environnement, sur la santé et le bien-être de nos populations. Il nous faut sauvegarder nos fleuves, nos rivières, nos lacs et nos zones humides, afin de préserver notre santé et offrir à nos concitoyens une eau abondante et de bonne qualité. C'est une invite à une prise de conscience collective pour une gestion efficace, rationnelle et durable de l'eau pour assurer la pérennité des écosystèmes à l'occasion de la célébration de la 26e journée mondiale de l'eau. C'est parti ce jeudi pour les journées de la microfinance, un rendez-vous pour valoriser les produits et autres services financiers. Au cœur de cette édition, l'inclusion financière. Lancine Bakayuku. Cette session de formation à l'usage du e-impôt, un portail web essentiellement orienté vers les comptables, les fiscalistes, les directeurs financiers ou encore les responsables de gestion des impôts issus des entreprises du secteur privé ivoirien. L'intérêt de cette formation ce matin, c'est de permettre aux entreprises d'interagir avec l'administration fiscale pour faire part, d'abord pour mieux comprendre le processus de déclaration en ligne et ensuite faire part éventuellement de leurs préoccupations. Avec ce nouvel outil de paiement des impôts, toutes les entreprises assujetties au régime normal et simplifié d'imposition, c'est-à-dire moins de 100 millions de chiffres d'affaires, pourront télécharger et télépayer leurs impôts. Précision, le système prend exclusivement en compte
la télédéclaration et le paiement spontané. En d'autres termes, la gestion des arriérés continue d'être assurée dans les centres des impôts. Nous avons deux moyens de paiement qui sont le paiement par prélèvement bancaire pour lequel il faudra mettre en place une autorisation permanente de paiement et ensuite le paiement par virement bancaire. Afin de protéger les entreprises des risques de piratage, la direction des impôts a mis en place un code à usage unique à chaque connexion. La plateforme développée bénéficie également d'un niveau de sécurité avec une très bonne accessibilité. Au moins 3000 entreprises sont attendues. On s'intéresse à la Bourse régionale des valeurs mobilières. 10 entreprises ont adhéré au programme Élite. De quoi s'agit-il? Francis Boifo nous donne des explications. Première cohorte de 10 petites et moyennes entreprises PME issues de 5 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au programme Élite BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est une formation de 2 ans initiée par le groupe de la Bourse de Londres et mise en œuvre depuis 2 ans par la Bourse de Casablanca. Il y a une année qui est réservée à la formation, durant laquelle on va donner des compétences en termes de stratégie, en termes de gouvernance, en termes de quel type de moyens de financement choisir, comment construire un business plan et surtout comment pouvoir raconter une belle histoire au marché de capitaux. Le programme Élite permettra aux PME et entreprises à fort potentiel de croissance d'accéder au 3e compartiment de la BRVM. Il s'agit pour la BRVM de leur donner l'opportunité d'accéder à des ressources longues, de renforcer leur notoriété, d'accroître leur visibilité et d'avoir une valorisation permanente afin d'accéder à une étape supérieure de leur développement. Le gouvernement ivoirien veut faire du secteur privé le moteur de la croissance. 80% des entreprises sont des PME. Le gouvernement a mis déjà en place, conscient des difficultés de financement des PME, un cadre institutionnel incitatif et un environnement économique favorable que le programme Élite qui vient d'être initié contribuera à améliorer. Le démarrage du programme Élite dans l'UEMOA fait suite à une convention signée entre la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca en novembre 2017 à Abidjan. Le gouvernement nigérien a annoncé hier la libération d'au moins 101 jeunes filles enlevées à Dapchi le 19 février dernier. Selon des témoignages de parents, elles sont arrivées à bord de 9 véhicules et ont été déposées dans la matinée devant l'école où elles avaient été enlevées il y a un peu plus d'1 mois. Au total, 110 étudiantes avaient été kidnappées par des islamistes de Boko Haram. En France, la vague de réformes annoncée par le gouvernement d'Emmanuel Macron a mis le feu aux poudres. Les initiatives se multiplient pour protester contre cette réforme de la fonction publique. Ce jeudi, 7 des 9 syndicats de la fonction publique ont appelé à une grève. 40 000 personnes ont défilé à Paris, 400 000 autres dans l'ensemble de la France. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de la Direction générale des cultes. Le directeur général des cultes informe l'opinion publique et la communauté musulmane, notamment les candidats à l'édition 2018 du Hajj, que le quota de pèlerins du contingent étatique est atteint ce jeudi 22 mars 2018. En conséquence, les inscriptions au niveau étatique sont arrêtées. Le directeur général des cultes, par la même occasion, invite l'opinion publique et la communauté musulmane à la vigilance vis-à-vis d'éventuelles personnes qui pourraient se proposer d'obtenir des places dans le contingent étatique à leur profit. Toutefois, il informe la communauté musulmane de la disponibilité de 1800 places auprès des organisateurs privés du Hajj. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur RTI1.